Allez, c'est parti pour un tour. Petite vidéo sur les défunts du mois de juillet. Ça rime plus, ça va pas. Donc voilà. Bon, on va quand même la faire parce que même si ça rime pas, il faut bien la faire, hein. Bien, alors, nous allons commencer par une personne très connue que nous avons faite parce que certaines équipes de bras cassés, de l'éther, en ont parlé. Donc on a voulu voir si Monsieur Platon comme un con, va à des séances d'éther du groupe au sol, par exemple. Donc, en fait, non. Non, parce que Monsieur Platon, en fait, est réincarné à l'heure actuelle. Il est en Afrique et c'est un jeune gamin de 10 ans. Il va bien. Il est dans un pays où ça va. Il mange à sa faim, il est en bonne forme. Bon, voilà, c'est un brave petit gars, quoi. Donc Platon, qui était un peu aide jardinier de la terre, un peu jardinier de la terre au passage, quoi. Donc bon bah, je vois pas comment ils arrivent à avoir Platon au téléphone dans les terres alors que bêtement il est réincarné. Ça doit être encore un truc multidimensionnel que moi je comprends pas. Je dois pas être assez haut dans les sphères métaphysiques pour comprendre. Ça viendra peut-être un jour, hein. J'envie les gens qui savent beaucoup de choses, qui savent surtout se tromper en fait. Donc bon. Bref, alors là, on a toute une liste que là, on a les donc des grands musiciens. On a fait un peu les grands musiciens parce que on a nous dans notre équipe, on a un de ces musiciens qui est incarné. Donc, on a fait les grands musiciens. Il nous a proposé ça. Et comme bon, il faut faire des thématiques un petit peu, c'est toujours amusant. Donc, on fait ce qui vient. Alors, nous avons Wolfgang Amadeus Mozart, n'est-ce pas, que nous mettrons avec Maria Anna Mozart, qui est sa sœur, parce qu'en fait, ils vont ensemble, dans le sens où, bon, on les a trouvés quand même, Mozart était bloqué dans les limbes, il nous faisait un petit concert dans un petit cabinet à l'ancienne. Alors le cabinet, c'est des petites pièces avec le petit clavecin. Il était en train de concertiser comme un fou, mais ceci dit depuis un bon moment. Donc il était typique dans une petite prison des limbes. Et on a retrouvé donc sa sœur au sol, donc là les petites limbes, se disant que c'était pas juste, parce qu'elle était aussi très douée en musique, c'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de capacités de ce côté-là aussi. Mais comme Papa Mozart, que on a monté aussi les parents Mozart, papa et maman Mozart, alors maman n'était pas trop chiante, mais papa était un peu dur. Il avait il avait un comportement très directif, très ordonné. Il décide, on fait. Surtout à l'époque, bon, très compliqué de contrarier papa. Donc Anna Maria Mozart, en fait, qui se serait bien lancée aussi dans la musique, a été beaucoup mise de côté et ça lui a beaucoup coûté dans sa personnalité. Elle a vraiment pas apprécié la blague. Et on devine que Mozart s'est pas mal rebiffé contre son papa en étant le plus exubérant possible dans sa vie quotidienne. Donc ça lui a coûté la vie, mais néanmoins, c'est certainement pour ça. Un père trop écrasant, trop présent, trop dur, trop directif, un peu un casse-couille de base. Donc alors les parents Mozart, on les a pris, on les a remontés aussi, pas le problème, mais du coup, quand on a remonté Mozart, Mozart fils et Mozart Anna, Maria, en fait, on s'est rendu compte que c'était des agarthiens. Donc en fait, on les a sortis de leur petite prison des limbes, petite limbe et grande limbe, et de ce fait, au lieu de les monter dans l'astral, parce que c'est pas leur place, en fait, on les a rendus en fait à l'Agartha. Donc parce que bah voilà, on les a quand on a commencé à les monter, on a bien vu qu'ils étaient pas, c'était pas des défunts normaux. En fait, ils étaient teintés de l'Agartha, donc on a appelé un petit gars de l'Agartha qui est sorti. Il a fallu quand même. Nous, quand on fait ça, on est au-dessus de la Terre, on est en fait dans le système solaire et on visionne en fait, on visionne le côté Jupiter, Saturne, la Terre en dessous, ce qui nous permet de voir la direction. Quand on va citer un nom, on voit la direction qu'on doit prendre pour aller chercher la personne, sachant que Jupiter c'est les limbes d'un côté, on a Saturne de l'autre côté,
on va dire, c'est donc l'astral des défunts, donc ils peuvent être là aussi, ils peuvent être montés. Et puis on a la Terre, et la Terre, en gros, on a trois possibilités. On a incarné, Agartha ou collé au sol. Donc après, quand on regarde sur Terre, on voit bien où se trouve la personne. Donc voilà, donc nous avons rendu les deux enfants Mozart à l'Agartha et ça va leur faire des vacances parce que franchement, rester coincé dans les limbes plusieurs siècles, franchement, c'est pas drôle. Vraiment, vraiment. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Ensuite, nous avons été voir monsieur Jean-Sébastien Bach. Alors, il y a beaucoup d'Allemands, c'est amusant, mais il faut croire il y a quelques Français, mais il y a beaucoup d'Allemands dans la grande musique. Donc, monsieur Jean-Sébastien Bach, en fait, lui, il a trouvé l'astral tout seul. Voilà, c'est tout. Il était dans l'astral des défunts et d'ailleurs, il ne s'est pas réincarné depuis. Il n'a pas vu la nécessité, bon, sachant que le temps, bien sûr, dans l'astral, en fait, des défunts n'est pas le même qu'ici. De ce fait, il n'y a pas de nécessité forcément de s'incarner le plus vite possible, quoi. Donc lui, il est resté là-haut, il a dit, ouais, ça, vu comment c'est le merdier, je descends pas. Il a tout à fait raison. Donc Ludwig van Beethoven, alors là, il était bien gros collé. Quand je dis bien gros, c'est, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais vraiment très entassé au sol, collé dans une merde infecte. On suppose il y a eu quelque chose qui n'a pas été. Je me souviens pas quoi, mais en tout cas, on a certainement regardé, mais j'ai pas tout noté. Il y a trop d'informations, il y a des fois je zappe. Donc, monsieur Ludwig van Beethoven, alors que c'était un très bon musicien, donc plutôt inspiré, mais là, bien gros collé au sol et très sombre, vraiment collé dans la sombritude. Donc, bien sonné, en fait, complètement abasourdi, en fait, de la situation dans laquelle il s'est trouvé bloqué, entassé. Je suppose que c'est certainement un phénomène avec son public qui a eu un problème. Ils l'ont vraiment collé au sol. C'est bon, on l'a libéré. Il a fallu bien nettoyer avant de le monter. Donc voilà. Ensuite, on a été voir Antoine Salieri. Donc là, il est incarné en ce moment. C'est un enfant. Alors c'est un bébé, hein, et il est en République tchèque. Donc bon, ça veut dire qu'il soit il n'a pas trouvé, peu importe, mais en tout cas, il a été repris et réincarné. On n'a pas regardé s'il avait trouvé de lui-même ou si en fait il a été bloqué dans les limbes un certain temps et puis qu'en fait, au bout d'un certain temps, comme c'est l'heure, on le prend, on le réincarne, basta. Voilà. Alors, on a Joseph donc Haydn, donc c'est Haydn, donc H-A-Y-D-N, donc certainement un Allemand aussi, hein. Donc lui, il est dans les limbes et sa petite prison des limbes, c'était la panne d'écriture. Il trouvait pas quoi écrire. Il était là, merde, putain, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais composer? Donc il était embêté, panne d'écriture depuis un siècle ou deux. Bon, on va dire, ça c'était facile à trouver comme genre de punition, d'illusion. C'est quelqu'un qui a dû beaucoup se gratter la tête. Conclusion, il a dit tiens, tu vas te gratter la tête pour un bon moment. Donc ensuite, on a Georges Friedrich Händel. Alors là, il est incarné. Et en fait, c'est un dragon. Et c'est un de mes padawans. Et donc, c'est lui qui nous a proposé cette liste. Donc, bon, c'était amusant. Donc, nous, on avait déjà vu que c'était lui. Il le savait. Et on a revérifié quand même, hein. Donc, nous avons un grand musicien parmi nous. Voilà, voilà. Donc, il y a de tout. Donc, c'est amusant. Alors, on a ensuite Marc-Antoine Charpentier. Bon, là, nous avons un Français quand même, hein. C'est la classe à Dallas. Donc, lui, il est dans l'astral des défunts. Il a trouvé la porte de sortie et il est resté là-haut. Comme le précédent, il a dit, oh là, non, non, c'est bon, moi, je descends pas. Donc, un petit manque de courage au passage. Mais c'est plutôt qu'en fait, c'est la temporalité qui veut ça. Ensuite, nous avons Claude Debussy, que nous avons trouvé dans les limbes. Souci avec les mains. Alors Debussy, je sais plus, il avait des problèmes de papate. Et là, c'est pareil, dans les limbes, ils l'ont travaillé sur ses mains, ses doigts, ses machins. Enfin, ils l'ont emmerdé avec un souci qu'il a eu sur Terre. Ils l'ont emmerdé, bien sûr, dans les limbes avec ça et le faire tourner en boucle.
Et voilà, il était coincé là. Ensuite, nous avons Monsieur Frédéric Chopin, donc au sol, avec un grand nombre de personnes. Une répétition. Ah oui, ouais, ouais. Donc alors là, c'était très particulier parce que on regarde et en fait, on voit une scène où c'est plutôt un amphithéâtre, mais genre cirque. Euh, bon, un amphi, mais sous tente, beaucoup de monde et genre trapéziste, donc un petit peu les gens du cirque avec un spectacle. Et lui, il est coincé là. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là en tant que musicien? Et en fait, on a regardé, il y a eu un accident grave. C'était une représentation artistique, peut-être pour des nobles ou peut-être quand il commençait. Et en fait, il s'est retrouvé dans un événement où une trapéziste, une femme, bon, il y a trapèze, et la femme est tombée et s'est tuée net, tombée par terre comme une crotte, elle s'est tuée. Et en fait, toute l'assistance a été traumatisée par l'événement. Et lui devait être musicien à cette époque-là, à cet endroit-là, a participé à la représentation, peut-être en tant que musicien, peut-être en tant que chef d'orchestre ou je ne sais trop quoi, mais en tout cas un accident où une personne meurt brutalement, et de ce fait, toute l'assistance lui-même, vraiment tout le public, et les pauvres gens qui sont morts là, en fait, étaient restés coincés là. Le choc, le choc émotionnel de voir quelqu'un comme ça se cracher en direct, eh ben, a enfermé tout le monde. Les petits Dédés en ont profité de le côté choc-choc. En fait, ils en ont profité pour les enfermer dans les limbes, dans une répétition de la scène. Et de ce fait, on l'a trouvé dans cette scène commune, en fait, traumatisé de l'événement. Donc voilà, voilà. Donc c'était amusant parce que c'était très net entre guillemets et c'était vraiment marqué cet événement. Point. Donc quand il y a des événements dramatiques, les DD en profitent à fond la caisse. C'est bon, c'est l'occasion de faire quelque chose de stupide, mais bon, chez eux, c'est leur travail. Donc ensuite, donc on l'a remonté bien sûr. Hein. Donc lui, il était coincé au sol. Donc Johan Pachebel, donc astral des défunts, restés en haut. C'est marrant parce que ceux qui sont musiciens, qui sont morts, ils sont restés en haut. Ils ne se sont pas mouillés quand même. C'est assez marrant d'en trouver trois. Je crois qu'il n'y en a que trois, mais il y en a trois, ils sont là, ils sont en haut, c'est bon, on descend plus. On attend que ça se passe. Je ne sais pas s'ils se font des petits concertos là-haut. Il faut bien qu'il y ait la musique divine, donc je pense que peut-être il y a un certain nombre de compositeurs qui restent dans l'astral des défunts, histoire de faire des petits concerts, des trucs. Enfin, occuper les gens, quoi. Donc, non mais je rigole. Hein, ils font certainement de la musique parce ils sont connectés à la musique. Donc dans l'astral des défunts, ils sont encore connectés à la musique. Mais bon, c'est pas eux qui font le fond musical du paradis, entre guillemets. Quoi. Ça serait encore un peu idiot comme version. Il y a moyen d'aller dans les limbes pour des conneries de ce genre, d'y croire. Donc voilà. Donc il est resté là-haut. Alors, on change de catégorie. Là, on a fait les grands musiciens. On fait, on va dire, d'autres catégories de gens. Alors là, on a l'homme au masque de fer. Alors l'homme au masque de fer, on a été le voir, entre guillemets, donc il ne s'agissait pas du frère de Louis XIV, j'en avais déjà parlé d'ailleurs, hein, l'homme au masque de fer, il y a longtemps. Donc là, on a simplement récupéré le pauvre gars, parce que c'était un proche de Louis XIV qui a été évincé, parce que pour ses idées, il pensait qu'il pouvait peut-être s'exprimer librement, et les ministres autour de Louis XIV n'ont pas trop apprécié sa façon de penser, sa façon de voir les choses. De ce fait, il a été ferré, avec un masque pour lui apprendre à réfléchir et à pas trop ouvrir sa bouche. Et de ce fait, bon, lui s'est trouvé collé au sol. Ensuite, il a été exécuté. Il a passé un certain temps avec le masque. Et ensuite, bon, on a décrété que d'ailleurs, il fallait le supprimer. Donc, il a été fusillé. Bon, on n'a pas obtenu de l'identité. Ça serait un peu complexe. Ça serait faisable dans l'idée, mais bon, ça n'a pas tellement d'importance. Mais ensuite, ils s'en sont débarrassés au bout d'un certain temps. Parce que de toute façon, il n'était pas en bonne forme. Euh, il, il, le fait
de le masquer comme ça dans des prisons où en fait il n'y a pas trop de bouffe, il y a pas trop de, on s'occupe pas trop des prisonniers, ils s'en foutaient quoi. Il est mort assez rapidement. De toute façon, il était dans un état, un sale état, et ensuite, du coup, ils l'ont débarrassé. Donc voilà, une personne qui avait un titre, une noblesse, des choses comme ça. Donc bon, c'était pas un kidam, mais c'était pas ni frère, ni sœur, ni filiation quelconque de Louis XIV. Donc ensuite, on a le duc d'Angien, donc personne qui a vécu autour aussi de Louis XIV et qui en fait, oui, il s'est fait supprimer tous ses biens, il me semble, oui, pareil, ouais. Et fusillé, oui, c'est ça, il a, faudrait regarder l'histoire, mais donc en fait, à l'époque de Louis XIV, pareil, il a eu des petits problèmes, euh, certainement de politique. Et du coup, s'est fait saisir tous ses biens et ensuite, il a rapidement été passé par les armes et il était bloqué au sol simplement dans sa propre mort, c'est-à-dire il était bloqué dans l'instant où il a été fusillé. C'est-à-dire, il est debout, on tire, il se couche, il agonise et ensuite ça continue. Il est debout, il se couche, il agonise, donc il restait comme ça dans cette boucle. Donc bon, pas très intéressant comme boucle, on va dire petite boucle d'astral et d'illusion quand on est collé au sol, mais c'était comme ça. Donc ensuite, nous avons Nicolas Brocci Farinelli. Oui, alors j'ai mis le nom complet parce que tout le monde le connaît sous le nom de Farinelli, mais en fait c'était Nicolas Brocci Farinelli. Donc chanteur, bien sûr, de son état castrat, mais donc collé au sol. Alors d'un côté c'était assez amusant, il chantait, il avait une petite représentation, et de l'autre côté il se reposait l'après-midi. Bon, dans un endroit qu'il connaissait, donc c'était pas si mal, mais par contre il était coincé en fait dans les petites limbes, donc au sol, avec une dizaine de personnes qui l'écoutaient chanter. Alors il était un peu déçu quand même quand il chantait, dans sa tête il se disait pourquoi il n'y a pas de monde comme ça, c'est bizarre, d'habitude j'ai plus de monde. Donc voilà, c'est assez amusant de voir le côté je chante, je suis un peu déçu parce que mon auditoire est très limité. Donc on a monté tout le monde, les gens qui l'écoutaient et lui-même. Donc c'était assez amusant. Donc ensuite, nous avons Joseph Weber. Donc Josepha Weber, donc c'est la belle-sœur de Mozart, c'est comme ça. Donc une personne qui, on va dire dans l'histoire, a eu des petits problèmes, entre guillemets. Donc elle est là en ce moment, elle est incarnée, elle a 6 ans, elle est en Afrique centrale. Donc voilà, si quelqu'un parle à Josepha Weber dans l'éther, ça sera encore une erreur d'interprétation ou de correspondant. Hein, quand on décroche le téléphone dans l'éther, on a un Dédé au bout du fil. Hein. Ce sera pas Josepha Weber. Elle est incarnée. Donc, ensuite, nous avons Maria Lacalas, donc bon, assez connue, hein, chanteuse assez connue, donc collée au sol, bien sûr, et elle chante sans fin. Bon, la punition basique quand on a une profession particulière et qu'on aime ça, bon, les petits dédés en profitent et puis voilà, on est bloqué dans ce qu'on faisait avant, sans se rendre compte qu'on est mort. On chante et on chante et on chante et on chante. Les écrivains écrivent. Donc les petits dédés, ils se cassent pas trop la tête. Hein. Le bilan, c'est qu'ils se tracassent pas trop. Quand il n'y a pas d'événement notoire, ils vont choisir quelque chose que la personne sait faire, euh, aime faire, et en fait, ils l'enferment dans ça. C'est très facile puisque la personne, si elle devait choisir une activité, effectivement, aimerait chanter. Donc bon, tiens, chante. Et puis du coup, après, pas de chance, ça chante pendant des siècles. Encore que la Calas, c'est pas si vieux que ça, mais il y en a certains, c'est beaucoup plus vieux. Ensuite, nous avons Mike Brandt. Donc Mike Brandt, j'ai dû en parler, peut-être, je me souviens pas vraiment, ça reste des trop petits détails, mais c'était il y a longtemps. Mais en tout cas, nous, il avait déjà été monté. Mais surtout, ce qu'on a vu un petit peu, il était bloqué au sol à l'origine, donc parce que sa mort a été violente.
Ce qui l'a tué, c'est pas son succès, c'est pas la folie, c'est le Mossad. Hein, à l'époque, en fait, le Mossad voulait employer Mike Brandt pour qu'il écoute, pour qu'il espionne, et lui n'était pas d'accord. En fait, ça l'intéressait pas. Donc, on l'a fait passer pour dépressif et débile, et puis on l'a jeté par la fenêtre, en fait, tout simplement. Hein, on est dans un monde où certaines personnes ne comptent pas aux yeux de d'autres. Donc, il a été éliminé. On n'en parle plus. Donc, voilà. Ensuite, nous avons Claude François. Donc, nous l'avons trouvé dans une baignoire avec une ampoule dans la main. Non, je rigole. On l'a trouvé. On l'a trouvé au sol. Il continuait à faire ce qu'il faisait. On va dire tyranniser les gens, chanter, faire le clown. Donc, collé au sol, il faisait l'artiste. Bon, quelqu'un quelqu'un qui n'avait pas une très grande valeur spirituelle, Claude François, quelqu'un d'extrêmement exigeant et pénible avec son entourage. Pas quelqu'un d'intéressant, on va dire. Monté quand même. Ensuite, nous avons trouvé Serge Gainsbourg. Donc, bon, lui, ça faisait un moment qu'on l'avait monté, mais comme on s'est posé la question, je l'ai remis sur la liste. Donc, monsieur Serge Gainsbourg, collé au sol, bon, dans ses petites fêtes. On fait la fête, on picole. Donc, bon, ça, c'est normal. En fait, quand on a vécu par l'alcool, on vit dans l'alcool encore. Donc, c'est comme ça. Alors, une personne qui est assez récente, on va dire, que quelqu'un m'a proposé. Donc, c'est Julian McMahon. Donc, il a fait des séries télévisées, je crois, Nicked Up, des trucs comme ça. Il avait un cancer, il est mort assez jeune. Et on l'a trouvé à l'hôpital, collé dans son lit, pensant qu'il avait toujours le cancer. Donc, on l'a libéré de là. Alors, lui, il est mort cette année. Donc, bon, on l'a monté. Comme ça, il ira beaucoup mieux là-haut. Autrement, c'était une gentille personne, on va dire. Donc, Maximilien Robespierre. Alors là, on va faire les Robespierre, puisqu'en fait, ils sont plusieurs. On a Maximilien Robespierre et Augustin Robespierre. Là, on rentre dans la Révolution. Alors, époque assez sombre. On n'a pas trouvé de gens très lumineux pendant la Révolution. Les révolutionnaires étaient des gens sombres, avec des idées sombres, et l'ambiance autour de ça était vraiment pas terrible. Donc les deux Robespierre, Maximilien et Augustin, ils étaient dans les limbes en train de comploter. Ils complotaient, ils regardaient les autres et ils disaient ah tiens lui là. Bon, bref, coincés dans leurs propres conneries quoi. Ensuite, on a Charlotte Robespierre. Bon, bah, comme elle faisait partie de la famille, je l'ai inclus dans la montée. Donc, elle se prenait la tête toute seule au sol. Je prenais la tête. Bon, ça arrive. On va dire, il y a un trait de caractère particulier d'une personne peut être exploité. Le fait que quelqu'un soit très ruminatif, en fait, ruminer, rabâcher ses idées, se prendre soi-même la tête, bon, bah, peut être utilisé à volonté par les DD pour tout simplement coincer la personne dans ce genre de tribulation sans fin. Donc, ensuite, on a ah oui, Charlotte Corday, donc une fille de la Révolution. Alors, Charlotte Corday a tué Marat. Marat, le gars dans la baignoire. Donc elle était dans les limbes. Bon, c'est pas parce qu'elle avait tué Marat, hein, elle était dans les limbes parce que c'est la Révolution. C'était pas la révolution on va dire, spirituelle, c'était la révolution politique et honnêtement, l'ambiance, c'était vraiment de la merde. Donc voilà, elle était collée dans les limbes. Ensuite, on a les petits révolutionnaires. Donc Jean-Paul Marat, il était collé au sol dans sa baignoire. Il prenait son bain là, comme sur le, comment dire, le portrait de Marat qu'on connaît, on va dire, pour ceux qui ont mon âge. Donc, et qui connaissent un peu la Révolution, Marat est représenté dans sa baignoire, patati, en train d'écrire quelque chose sur un tableau. Et ben en fait là, ce con, il était au sol dans sa baignoire, pareil. Donc bref, c'était pas une flèche celui-là non plus. Donc Louis-Antoine de Saint-Just. Donc ce monsieur, pareil, révolutionnaire, avec quand même une particule. Ils sont marrants les révolutionnaires, il y en avait qui étaient un peu nobliaux quand même. Ils faisaient la révolution, mais il fallait certainement que ça leur rapporte au départ. Donc collé dans les limbes, avec des colimbés, plein de petits colimbés, et il était en pleine délation.
il consultait des gens qui lui disaient ah oui mais un tel là il a fait ci, un tel il a fait ça. Donc certainement quelque chose qu'il a fait une bonne partie de sa carrière de révolutionnaire. Donc bon, pas très intéressant. Ensuite on a Georges Couthon. Couthon, ouais. Donc au sol, pareil, un révolutionnaire. Donc lui, il était dans une grande salle où il y avait des discours, des choses comme ça. Le seul problème, c'est qu'il y avait une cohue monstre. Donc il voulait faire un discours, mais personne ne l'écoutait. Et puis tout le monde s'engueulait entre eux. Tout le monde faisait son propre discours. Donc bon, voilà, c'est au sol, quoi, dans ce qu'il a fait de sa vie, rien. Donc ensuite, on a Georges Jacques Danton, bien connu. Donc lui était dans les limbes et en train d'engueuler des colimbés. Visiblement, bon, il a une sale tête, le Danton, il a une tête de con. Et en fait, dans les limbes, visiblement, il avait un sale caractère et il engueulait les autres révolutionnaires colimbés avec lui. Bon, certainement pour leur expliquer quelque chose de très profond sur la Révolution. Donc voilà, voilà. Vraiment, c'était pas des flèches. Donc Camille Desmoulins, donc pareil, révolutionnaire, réfléchit sur un chemin pavé. Donc il était sur un petit chemin pavé, seul, il était en pleine réflexion, qu'est-ce qu'on va faire demain de stupide pendant la Révolution. Donc bon, je pense qu'il n'a jamais trouvé puisqu'il est resté là pendant des années. Ensuite, Jacques-René Hébert, collé dans les limbes aussi, alors seul, avec des mauvaises idées. Bon voilà, il était tout seul, isolé. Bon ça arrive, hein, parfois quand ils peuvent le faire, au lieu de les mettre dans un groupe, ils les mettent seuls, avec de l'obscurité autour, et avec des idées noires, là, il repassait ses idées noires. Donc voilà, voilà. Alors, on va parler d'un révolutionnaire qui est beaucoup plus connu que les autres, donc Napoléon Bonaparte, hein, donc Napoléon Buenapartes, pour son nom d'origine. J'en avais déjà parlé. Alors bon, lui, il était collé dans les limbes, ça, on l'avait déjà fait. Donc, bien se rendre compte que Napoléon participe à la Révolution. Au début, tout ça, ça l'intéresse, il est de bonne volonté, ça lui paraît juste. Et puis, quand les Illuminati ont décidé, bon, ça y est, tous les glands qu'on a en fait poussés à faire la révolution et à tuer les autres ont fait leur travail, nous ont débarrassé de la royauté, nous ont débarrassé de tout ce qui nous gênait. Ensuite, tous ces gens-là, il ne faut pas oublier qu'ils sont pratiquement morts le même jour dans les suites de la Révolution. C'est-à-dire qu'ils ont été guillotinés par les nouveaux révolutionnaires. Donc, bon, c'est très amusant. Une première partie des révolutionnaires guillotine tout un tas de gens. Et ensuite, cette première partie est guillotinée par d'autres, histoire de se débarrasser de ceux qui auraient pu prendre le pouvoir. Et du coup, les Illuminati, à un moment donné, récupèrent Napoléon parce qu'ils trouvent qu'il a de l'avenir, en fait, ce petit Napoléon. Et lui, sans s'en apercevoir, il passe d'un gars qui avait peut-être des idées à un gars qui a beaucoup d'ambition et d'argent et qui, en fait, cultive sa propre image et en fait, devient empereur, mégalomaniaque et en fait, toujours aussi stupide. Coincé dans les limbes comme n'importe quel débile. Donc voilà, donc bien manipulé par la corporation Illuminati qui était derrière déjà à cette époque-là. Le projet, c'était de virer toutes les têtes couronnées de France, les familles couronnées, le pouvoir, et de façon à pouvoir installer un pouvoir qui n'avait rien à voir avec certaines filiations françaises de royauté pour pouvoir les éliminer. La crainte des Illuminati à cette époque-là, c'est le retour du grand monarque, c'est quand même que la royauté reprenne le dessus et devienne un guide pour les Français. Donc, ils éliminent les têtes couronnées, le pouvoir actuel, pour récupérer en politique, entre guillemets, en politique de gouvernement, pouvoir instaurer un système romain, hein, parce que les Illuminati, c'est toujours le même concept, hein, c'est un gouvernement type romain avec ce que vous avez là en ce moment, c'est-à-dire un Sénat, des ministres, des choses comme ça. Tout ça existait du temps de Rome et leur seule idée, c'était de recréer ça pour faire toujours le même schéma. On commande, on fait n'importe quoi et ça marche pas. Ou en fait, ça se voit que c'est vraiment de la merde. Mais bon, l'histoire se répète indéfiniment, surtout de ce côté-là.
Donc, bon, voilà, ça c'était Monsieur Napoléon. Donc, ensuite, on a André Courrier. Donc, ça c'est un particulier, c'est le père de Jenny Root. Donc, on l'a trouvé. Donc, il était au sol, un petit peu perdu, un petit peu désorienté, on va dire. Et bon, il dit merci à Jenny pour le service. On me remonte, on s'occupe de moi. Et ensuite, il a eu quand même une pensée. Il a pensé aux animaux de sa vie en fait. Il s'est inquiété parce que bon, comme on a commencé à le monter, il a eu une pensée forte pour les animaux de sa vie, tous les animaux qu'il a côtoyés qui sont morts, hein, puisque bon, la plupart des êtres humains vivent beaucoup plus longtemps que leurs compagnons et ou les animaux qu'ils ont connus. Bon, donc du coup, on a un peu attrapé tous les animaux qu'il a pu connaître, s'ils étaient un peu bloqués au sol dans différentes problématiques ou dans les limbes, et on les a montés avec lui, puisque c'était une pensée qui le titillait. Voilà. Ensuite, nous avons Victor Manuel Gomez Rodriguez. Alors ça, c'est un peu les oubliés, parce que on avait monté les petits gars, et puis je les avais oubliés entre deux listes. Donc bon, là, j'ai une petite liste des oubliés que j'avais pas passé. Donc là, Manuel Rodriguez, lui, il était collé au sol, voilà, sans rien de particulier. Bon, comme j'ai pas noté, on n'a pas été revoir, pas trop le temps de tout, on va dire. C'est assez amusant, mais c'est comme ça. Donc lui, il était collé au sol, on l'a monté il y a déjà un peu plus d'un mois et demi, 2 mois. Ensuite, on a Pierre Rabhi. Donc, Monsieur Pierre Rabhi, bien qu'étant quelqu'un de bonne volonté, en fait, était collé dans les limbes parce que même si au quotidien, ça restait une personne de bon conseil pour certaines choses de la vie courante. En fait, il n'avait pas voilà, il a pas trouvé vraiment un sens métaphysique à sa vie. De ce fait, un Dédé ou deux en ont profité. De plus, il faut toujours être très clair. Personne médiatisée, personne écrasée par finalement la célébrité. Et aussi, bon, plus on est médiatisé, plus les gens pensent à nous, envoient des Dédés, et donc en fait, lui, ça l'a rattrapé, ça l'a collé dans les limbes. Voilà. Donc il était perdu dans ses pensées, dans les limbes. Ensuite, Baba Vanga, donc on l'avait déjà monté il y a un petit moment. Baba Vanga avait beau être une grande médium qui voyait des tas de choses, jardineuse de sa terre, de la terre, donc c'était une petite jardinière de la terre, mais en fait elle était quand même collée au sol, et ça c'est dû à toutes les personnes qui sont venues. Elle était quand même dans une atmosphère, on va dire, dite métaphysique. Elle faisait des prédictions, elle faisait tout ça, mais c'est pas pour autant que finalement elle avait réellement des connaissances métaphysiques précises qui lui ouvraient la porte, en fait, à l'astral des défunts. Il aurait fallu qu'elle pratique véritablement des nettoyages, des choses comme ça, et qu'elle en ait conscience. Donc, même si elle voyait, parce que ça c'était sa capacité, tout n'était pas vrai, tout n'était pas exact totalement, mais comme bon nombre de médiums de bonne qualité, il y avait bien un bon 50% qui tombait à peu près sur ses pattes. Le reste, c'est des Dédés qui lui faisaient voir une alternative de la réalité. Donc bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc on l'a remonté bien tranquillement. Ensuite, on avait Carlos Castaneda, donc collé au sol, absorbé dans ses pensées. Bon, quelqu'un d'à peu près un peu connu, donc coincé dans quelque chose qu'il faisait certainement assez souvent. Il se coinçait dans ses pensées. Alors, on a Patrick De Weir, donc un pote comment dire, dans le film Les Valseuses, c'était donc le pote bref, Depardieu. Donc, quelqu'un de perturbé, en fait. Parce que quand nous, on a voulu le monter, il voulait pas monter. Il voulait pas monter, il était attaché au sol, et en fait, c'est parce il y avait quelqu'un de sa famille ou un pote, quelque chose, enfin, quelqu'un qui l'avait beaucoup touché, qui était mort avant lui. Et c'est en partie pour ça qu'il allait mal. Il était rattaché à cette personne psychologiquement, émotionnellement. Et de ce fait, nous, quand on a voulu le monter, il a fallu trouver l'autre personne pour les monter ensemble. Une fois qu'on a trouvé l'autre personne et on les a mis ensemble et puis qu'on les a montés, c'est monté. Mais autrement, il ne voulait pas monter. Il était marqué par c'était une personne, c'était un pote. Et en fait, voilà, vraiment marqué par ça, et c'est certainement ça qui a précipité sa chute dans sa vie. Émotionnellement, il n'a pas supporté du tout que ce pote-là meure,
Et de ce fait, même dans la mort, il est resté coincé en fait à cause de cette idée et il ne voulait pas monter, il ne pouvait pas monter émotionnellement, ça passait pas. Donc là maintenant, on a monté les deux, tout va bien. Donc on va revenir sur Bruce Lee, Brandon Lee et ceci cela. Donc effectivement, j'avais dit pas Brandon Lee mais Jet Li. Donc on a regardé aussi si tout allait bien du côté de la sœurette à Bruce Lee, de la mère de Brandon Lee, tout ça. Donc tout le monde est en vie pour l'instant, donc tout va bien. Donc c'est bien Brandon Lee qu'on a monté, pas Jet Li. En fait, l'intention, même si on peut employer un mot, l'intention c'était le fils de Bruce Lee, c'était pas quelqu'un d'autre. Donc on a bien trouvé les deux personnages et on a bien monté les deux bons personnages au bon endroit. Donc c'est l'essentiel. Une petite coquille sur le mot, le nom. Parfois, je fais des coquilles quand je parle, je dis un mot pour un autre ou des choses comme ça. Bon, sachant que je ne prépare rien en moyenne, bon là, je prépare parce que j'ai les noms. Faut bien que je les note, sinon je ne vais pas tout retenir. Mais en fait, bon, parfois, il y a des petites coquilles. Hein, qui n'en fait pas, eh ben, se passe un tournevis dans l'œil et on verra bien. Donc voilà, voilà. Ensuite, qui c'est que nous avons? Ah oui, on a des petites personnes. Alors là, il s'agit de personnes, ça faisait longtemps qu'on m'avait demandé. C'est des petites personnes de la vie, c'est pas de la vie vraiment publique, mais c'est des personnes qui ont fait des choses en fait, surtout dans le domaine de la santé et de la recherche un petit peu, mais pas forcément des scientifiques, mais des personnes qui ont compris tout un tas de choses. Alors là, il y a Corinne Goguet, donc qui est restée coincée au sol. Et la personne m'avait demandé si leur mort était accidentelle, naturelle ou pas. Donc parce qu'il semblait y avoir des personnes qui étaient dans l'alimentation, nutrition, santé, qui avaient l'air d'être mortes bizarrement et relativement tout à peu près dans le même sujet, santé, alimentation. Et là, Corinne Goguet, effectivement, collée au sol, donc morte, bon, très bien. Bon, par contre, elle a été éliminée. Ça, c'était facile à voir. Le stratagème qu'ils ont employé, c'est simplement l'empoisonnement de l'air de son appartement. Alors, on est toujours sur le même système, c'est matière indétectable, c'est-à-dire que la personne meurt, semble mourir d'une embolie pulmonaire ou quoi que ce soit, ça paraît naturel, il n'y a aucune trace réelle de poison, et il faudrait vraiment des analyses hyper poussées et docteur je sais plus quoi, pour trouver qu'il y a peut-être un os. Mais ça ne serait pas évident parce que les méthodes employées sont extrêmement techniques et le tueur, hein, parce que là, la personne qui a mis en fait dans l'air quelque chose, il l'a fait sciemment, hein, c'est quelqu'un qui travaille, en fait, c'est son boulot, il élimine. Donc, il se rend bien embêté avec moi, vu que j'habite à la campagne avec rien autour, et puis qu'avec mon petit doigt, je le sentirais avant qu'il commence à y réfléchir. Bref. Bon, ces personnes-là sont des gens qui bossaient dans alimentation, nutrition, euh, et en fait qui soulevaient des gros problèmes du côté de Big Pharma, soulevaient des gros problèmes du côté de l'alimentation, du côté de l'industrie, des choses comme ça. Des gens qui gênaient quand même les grands consortiums alimentaires et pharmaceutiques. Donc, ont gentiment été éliminés avant qu'ils fassent trop de bruit, en fait. Ou qu'ils en fassent un peu trop longtemps. Ensuite, on a Sylvie Simon, pareil, au sol. Elle, c'est une petite piqûre. Donc, elle a reçu une petite piqûre qu'elle n'a pas identifiée. En fait, petit produit, on va dire, petit produit indétectable, qui a fait que ça a créé une somnolence et ensuite, elle a eu un accident de voiture, elle est morte. Donc l'accident de voiture est réel, mais enfin nous on a vu que c'est un accident de voiture, mais bon, ça se trouve, elle n'est pas morte comme ça, mais ça m'étonnerait. Donc, mais elle a reçu une petite piqûre qui a complètement distrait sa vigilance. Ensuite, on a Jacqueline Bousquet, qui travaillait plus ou moins proche du CNRS. Donc là, on l'a trouvée dans les limbes. Euh, et ce qui est très amusant, alors elle n'est pas morte, on va dire, parce qu'elle a été éliminée. Elle s'est réellement tuée par le stress et les médocs. Parce qu'elle était surveillée, par contre, réellement.
elle était surveillée dans la vie réelle. Bon, elle est quand même suivie, épiée. On regardait un petit peu ce qu'elle faisait, ce qu'elle faisait pas. Et elle finissait par s'en apercevoir. Et de ce fait, ça montait en stress énormément dans sa vie quotidienne. Donc, elle prenait des médocs. Elle était hyper stressée. Et en fait, ça a fini par la tuer de bouffer du cachet comme ça. Et donc, bon, un Dédé aussi, hein, l'a soi-disant tué. Donc la source a fait passer sa mort par un Dédé qui a poussé sur le stress et la consommation de médoc. Mais elle n'a pas été oxy, on va dire. Mais c'est tout pareil puisqu'elle était vraiment très stressée. Donc voilà. Et ensuite, nous avons, dernièrement, on a fait ça, dernière cliente, on va dire. Alors Chantal Lafont, donc ça reste une personne assez peu connue dans sa région, comme une personne qui voyait les défunts et qui montait soi-disant des défunts. Donc on l'a trouvée dans un merdier mais phénoménal, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais monté aucun défunt. Il faut savoir qu'elle voyait les défunts, étant petite, elle voyait les défunts à l'âge de 4 ans, elle avait un défunt qui lui parlait, et puis c'était son grand copain. Bon, bah, donc c'était quelqu'un qui avait une sensibilité pour voir les défunts, discuter avec eux, tout ça, quoi. Donc elle était connectée, on va dire, sur l'astral. Mais le seul problème, en fait, c'est qu'elle avait affaire au Dédé des défunts. Donc en fait, le Dédé qui contrôle le défunt. Lui, le défunt, en fait, on rappelle qu'il est mis de côté, mis sous cloche, et il sert de pile. Néanmoins, lui, le Dédé se déguise, prend la gueule du défunt, et en fait, il va discuter avec tous les abrutis de médium et toutes les équipes de HRE qui appellent des tas de défunts à leur faire des conseils, des salades, des recettes de cuisine et tout un tas de trucs comme Platon qui vient raconter l'Atlantide alors que c'est un Dédé qui parle. Donc en fait, il faut bien voir la lucidité. Cette femme-là, elle avait des prédispositions et toute sa vie, elle s'est fait mais défoncer d'ombre. Donc on l'a trouvée dans un entassement mais phénoménal de Dédé parce que bah, à force de soi-disant monter des défunts, donc de les voir et de soi-disant les monter mais de pas les monter puisqu'elle avait affaire qu'aux Dédé, en fait à chaque fois elle prenait sur elle, en gros elle prenait sur elle tous les Dédés qui venaient les voir et se faire passer pour des défunts. À la fin, ça fait que la personne est tellement, on va dire, bétonnée de Dédé qu'elle se trouve sous un tas immonde et faut vraiment déblayer. Heureusement, nous, on a des moyens de déblaiement hyper puissants parce que sinon, une personne comme ça, elle est absolument immontable. Quelqu'un tout seul, là, dans son coin, qui ne connaît pas les techniques très haut de gamme de décapage, ne peut absolument pas débloquer une personne comme ça. C'est immonde, en fait. C'est immonde, pas pour la personne, mais c'est immonde le tas qu'il y a dessus, en fait. Et les défunts, enfin les Dédés entre eux, les faux défunts, ils se mettent les uns par-dessus les autres et ci et ça colle, ça fait des tas, on va dire. Et puis bon, bah, l'entité n'a aucune chance de monter, ça c'est même pas la peine d'y compter. Donc bon, tous les monteurs de Dédé, hein, tous ceux qui, soi-disant, montent des défunts, patati patata, et qui n'y connaissent strictement rien et qui font rien, je les préviens, en fait, quand vous mourrez, le problème c'est qu'il faudra des couillons comme nous pour vous monter. Et monter tous les défunts que vous n'avez pas montés, hein, je précise aussi. Donc bon, la problématique elle est là, c'est un peu la lucidité. Le côté je monte des défunts, je fais des trucs métaphysiques et spirituels, c'est bien, mais en fait, là, on a typiquement quelqu'un qui a passé sa vie à ça et qui finalement a passé sa vie à déplacer du vent. Et en fait, elle, en plus, elle s'est faite, mais vraiment, mais canardée, bloquée. Et si nous, on passait pas par là, bon, bah, on a un phénomène où la personne est tellement entassée que ça donne pas grand-chose. Donc, toutes les personnes qui sont dans la spiritualité et qui, d'après elles, font des choses comme ça, en fait, se trompent. Mais aujourd'hui, pour l'instant, la réalité de tout ça n'est pas en fait disponible et ne le sera pas. Hein. Bon, peut-être certaines personnes, là, les 7-8 prochaines années qui restent, s'apercevront qu'il y a un problème parce que la lumière va éclairer, et que nous, on passe notre temps à nettoyer tout ça. Mais en gros,
sur 99,9% des personnes qui bossent dans le spirituel et qui font des trucs et qui montent des défunts, on a des clowns qui, en fait, en plus de ne pas monter de défunt, bon, service non rendu, rémunéré bien sûr grassement, hein, parce que bon, en général, c'est ça qui est très amusant, pour monter un défunt, ça va vous coûter un bras et demi, deux bras, une jambe, donc ça c'est intéressant. Et en plus, la personne ne fait pas le travail, est payée pour, et en plus se fait coller des DD. Donc, au bout du fait que la personne a monté soi-disant 100, 150, 200 défunts dans toute sa vie, en fait, elle a surtout pris encore un peu plus de DD plein la gueule et s'aperçoit de rien et vit d'un non-service qu'elle rend. C'est là le piège de cette société. On est dans une société factice où les gens, les pseudo-gens très spirituels, en fait, ne s'aperçoivent pas eux-mêmes qu'ils pataugent, on va dire, dans des inepties et qui pataugent en fait, dans les énergies du bas astral et qui ne sont pas capables de s'en extraire, mais ne peuvent pas le voir, puisqu'en fait, ils tournent en rond dedans. Et dans une énergie du bas astral, par exemple, on va voir qu'on fait quelque chose, on va sentir qu'on fait quelque chose, on va monter quelqu'un dans un pseudo-plan de lumière qui se trouve en fait un étage et demi au-dessus, donc aller en 7e dimension, un endroit où c'est gavé de DD, et les gens sont contents, ils ont monté des défunts. Ouais. Qu'est-ce que je vous dise? Donc le problème, c'est une punition qui est en plusieurs volets. La personne ne monte personne, arnaque les vivants, et en plus se font entasser comme des malades. Bon, évidemment, il y a une leçon au bout, hein, c'est-à-dire que quand nous, au passage, on passe, on les monte, on les jette dans l'astral, ces personnes peuvent se rendre compte, une fois montées là-haut, une fois repris tous leurs esprits et que ça fonctionne un peu là-haut, ils se disent « Ah ben merde, en fait, j'ai bullé toute ma vie et je me suis fait monter par des gens, ah bah zut, et j'ai monté aucun défunt, mince. » En fait, voilà, la leçon elle est là, hein, faut pas rêver. Quelqu'un qui fait n'importe quoi sur Terre et qui se prend pour n'importe qui, et en fait, vit une expérience. Donc, c'est pas si grave, bon, mais d'un côté, c'est embêtant, parce que finalement, on est toujours dans le domaine des non-connaissances et des non-effets. Ça restera le cas. Malheureusement, je pense pas que l'humanité va nous en fait, faire des étincelles, vu la texture que prennent les événements, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça continuera comme ça, hein. Bon, l'ego d'une personne étant directement lié à l'ensemble de ses DD, une personne ne peut, à un moment donné, dépasser son propre ego. La personne pense qu'elle fait quelque chose, on lui dit, on la consulte, on l'appelle pour faire ci, pour faire ça. De ce fait, la personne pense qu'elle fait tout ce qu'elle fait. Point final. Et de ce fait, bon, ben voilà, raconte n'importe quoi, vit dans ses propres connaissances. Là, on est dans une époque, et ça je l'avais déjà dit, on va dire, notre ami chanteur le dit très bien, plus personne n'écoute. Plus personne n'écoute. Tout le monde s'exprime. C'est vrai. Ce qu'il dit dans sa chanson, là, l'odeur de l'essence, c'est exact. C'est exact. C'est-à-dire, tout le monde s'exprime. On est dans une société où la personne la plus sage ne sera jamais écoutée. Il faut aussi faire, on va dire. C'est ça qui est amusant. On est dans une société où tout le monde va s'exprimer, tout le monde a sa vérité, tout le monde blablabla. Bla. À la fin, tout le monde sème le trouble. Parce qu'en fait, tout est là. Par exemple, c'est l'exemple que le Tibet donnait. Le Tibet était une théocratie. On mettait en haut du Tibet quelqu'un qui était choisi pour être l'incarnation de tel ou tel Dalai Lama. Donc on faisait un choix, il y avait des examens entre guillemets à passer, des preuves à apporter de l'identité du Dalai Lama qui était présent ou pas. On choisissait pas comme ça, tiens toi t'as la gueule du Dalai Lama, tiens tu viens, allez hop, ouais t'es beau là, regarde on t'habille, t'es le Dalai Lama. Pas du tout. Bon, le 14e Dalai Lama, c'est comme ça que ça s'est passé, parce que en fait, la lignée des Dalai Lama était éteinte, les vrais Dalai Lama. Donc, le 14e, il a été pris parce que ça fait un bon acteur. Ouais, ça fait un bon Dalai Lama, ça sera bien. Mais pour de vrai, à l'origine, l'incarnation du dernier Dalai Lama, le 13e,
c'était vraiment l'incarnation de d'autres Dalai Lama et bon, qui sont venus, il est venu 7 fois et non pas 13 fois, parce qu'il y a des fois, c'était pas la peine de venir parce qu'il a été oxy, parce qu'en fait, le pouvoir attire, hein, n'est-ce pas? Le Panchen Lama, celui qui remplaçait le Dalai Lama quand il n'y avait pas de Dalai Lama au Tibet, bon, le Panchen Lama s'attachait parfois au pouvoir et trouvait que c'était bien, en fait, d'être en haut de l'État tibétain. Et un coup de temps en temps, quand le Dalai Lama arrivait, oh mince, il a glissé sur une savonnette. Donc, quand c'était comme ça, le Dalai Lama, le vrai, ne s'incarnait même pas. Il laissait une personne s'incarner pour lui, et il était tué pendant son enfance. Hop, on le nettoyait, et les fois où il allait pouvoir venir et véritablement faire carrière de Dalai Lama, bon, il s'incarnait et il remplissait ses fonctions de Dalai Lama. Il y avait quand même une certaine économie, pas la peine de venir pour me faire tuer, ça sert à rien. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que un pays comme celui-ci était quand même bâti sur l'idée qu'il faut mettre en haut du pays, tout simplement, des gens qui pensent et des gens qui savent quelque chose, qui ont une moralité, qui ont des capacités métaphysiques avérées. De ce fait, des gens qu'on peut aller voir et demander quelque chose, ils diront pas une connerie. Donc, en fait, au Tibet, ils ont essayé pendant à peu près 800 à 1000 ans de créer quelque chose de raisonnable, intelligent. Bon, ça a plus ou moins bien marché. C'était à des époques où bon, il n'y avait pas beaucoup de technologie, de choses comme ça, donc c'était ce côté-là n'était pas trop encombrant, on va dire. Mais il y avait à la tête du Tibet, et il y a toujours eu à la tête du Tibet, et ce pendant beaucoup plus longtemps qu'on imagine, plus de 2000 ans en fait, pour de vrai, parce qu'avant que le bouddhisme tibétain soit arrivé à un certain niveau et qu'on ait bâti le Potala, les choses comme ça, en fait, au tout départ, même quand ça n'était pas du bouddhisme tibétain, c'était déjà, en fait, il y avait déjà des jardiniers de la terre qui s'incarnaient par là et qui bricolaient dans la religion avant le bouddhisme, ils bricolaient déjà de la métaphysique haut de gamme. Donc il y a beaucoup plus de 2000 ans de culture métaphysique qui était présent et une tradition de la vérité qui était présente au Tibet très longtemps. Donc, le résultat, c'est que si quelqu'un avait une question très intelligente au Tibet, il y avait toujours quelqu'un pour y répondre. Quelqu'un qui avait passé sa vie à étudier cette question, qui avait décorporé, qui avait bossé pour arriver à faire quelque chose de précis. Donc on avait des spécialistes dans certains domaines. Par exemple, quand Lobsang Rampa meurt, quand il quitte son corps, son premier corps de Tibétain, il quitte son corps et il doit trouver un corps en urgence parce que son premier corps de Tibétain est complètement cassé, vu la vie qu'il a eue, et donc on lui trouve un corps pour une transmigration. Il fallait quand même quelqu'un pour transmigrer. Comment ça s'est passé? Eh bien, dès sa naissance, un lama tibétain qui est devenu abbé, qui était très haut gradé, qui était très fort en décorpo, il a passé sa vie entière à étudier les akashas, donc les archives akashiques, donc l'éther. Bon, même si les Tibétains ne connaissaient pas l'éther tel qu'on l'utilise aujourd'hui, en fait, ils allaient dedans à travers l'astral. En fait, ils passaient par l'astral, ils ouvraient la porte de l'éther et ils regardaient les archives akashiques. Nous, on rentre dans l'éther, donc dans les archives akashiques, et par exemple, on passe dans l'astral ou on passe ailleurs. Donc, on a une démarche, on n'utilise pas la même porte d'entrée, mais on a accès aux mêmes choses. Sauf que, de notre côté, en fait, on nettoie tout ce qui ne va pas. Mais cette personne-là qui a transmigré l'Obsan a étudié toute sa vie pour faire la transmigration. Parce que c'était une technique qui était employée il y a longtemps, mais qui a été tombée en désuétude. On ne transmigrait plus personne. Et quand l'Obsan est arrivé, on savait qu'il allait être transmigré, parce que son corps physique allait lâcher. De ce fait, une personne toute sa vie a étudié spécifiquement sur ce sujet, a été dans les akashas, regardé tous les cas de transmigration, toutes les techniques, tout ce qu'il fallait savoir, s'est entraîné, jusqu'au jour où l'Obsan, en fait, a eu besoin. Donc, on a transmigré l'Obsan, coupé la corde d'argent, raccordé, donc toute une technique qu'il ne fallait pas rater, parce que si on coupe et qu'on magouille et que ça ne va pas, pouf, l'Obsan Rampa
celui de départ, en fait, il serait juste mort. On n'aurait pas pu raccorder, ça allait pas, bon, on n'aurait pas eu la bonne technique. Et puis en fait, il serait mort dans son premier corps, n'aurait pas investi un deuxième corps et serait reparti dans l'astral des défunts. Bon, néanmoins, c'était pas si grave que ça, mais il n'aurait pas continué sa mission s'il n'y avait pas eu un spécialiste. Et au Tibet, en fait, c'était ça. C'était un état religieux, mais surtout de gens compétents, de gens qui savaient de quoi ils parlaient. Même s'il y avait des petites erreurs, comme la karma ou les choses comme ça, quelques petits détails qui n'allaient pas, ils connaissaient des choses qu'en fait, même aujourd'hui, qu'on ne connaît plus, qui font partie de la mystique tibétaine, qui font partie de la métaphysique tibétaine, pour laquelle on précise Sri Aurobindo et Mère avaient une sorte de mépris souverain parce qu'ils pensaient qu'il y avait une compétition à faire. Ça, c'est une erreur de fond. Il n'y avait pas de compétition. Il fallait compléter, apprendre les uns des autres. Donc, ça, c'était l'ego qui parlait quand il y avait des choses qui étaient dites sur le Tibet. L'Inde était la nation la plus ancienne du côté on va dire, donc des connaissances métaphysiques, mais pas forcément la nation la plus avancée. La preuve étant, on va dire, Lobsang, Mingyar, le Grand 13e et tous ceux qui étaient autour de ce noyau dur de métaphysiciens, ils sont tous montés dans l'astral des défunts. Sri Aurobindo et en fait Mère, ils sont restés collés au sol. C'est qu'il y avait un différentiel de conscience. Même s'ils étaient tous jardiniers de la terre, l'éducation hindoue ne mène pas nécessairement à un bon résultat. Parce qu'il y a des incompréhensions qui sont là et ils n'ont pas certaines pratiques métaphysiques profondes qui fait qu'on peut accéder à un niveau de conscience supérieur. Même avec quelques erreurs, c'est pas le sujet. Les erreurs qui étaient engrammées dans le bouddhisme tibétain et dans la culture hindoue actuelle et passée sont des erreurs que la source voulait laisser là parce que c'était pas l'heure. C'était pas l'heure d'aller dans les terres, c'était pas l'heure de faire du nettoyage, c'était pas l'heure de se nettoyer de ses petits dédés. Donc c'est resté comme ça parce que c'est comme ça. Point. Donc le résultat, c'est que notre société actuelle, en fait, ne fonctionne pas comme ça. C'est une société de l'ego où tout le monde va s'exprimer, tout le monde va dire ce qu'il pense, tout le monde se prend pour un sage et absolument personne ne cherche à savoir suis-je réellement ce que je prétends être. Et en fait, personne n'y répond que par son ego. Tout le monde se regarde le nombril en disant bah oui, je suis moi-même, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, je fais de la chaîne YouTube, je fais ci, je fais ça, je. À la fin, ça donne quoi? De l'ego, de l'ego, de l'ego. Des personnes qui finiront bêtement dans les limbes et qui finiront bêtement clouées au sol. En fait, c'est un problème, puisqu'en fait, ça fait absolument avancer personne. En plus, à chaque fois qu'on a un groupe, un gourou quelconque, quelques imbéciles qui se prennent pour des sages, qui mesurent des taux de vibration de la Terre à coup d'amour, à coup de je ne sais trop quoi, la couleur des carottes ou autre chose, en fait, le problème qu'on a, c'est que toutes les personnes qui les suivent sont prisonnières de fausses connaissances, d'imbécilité incroyable, et à la fin, ça donne que finalement, chacun des grands maîtres dans quelque chose où ils ne sont strictement maîtres de rien, en fait, induisent les autres en erreur. C'est les faux prophètes annoncés, ils sont tous là. C'est-à-dire que et ça parle, et ça cause, et ça fait des prédictions, et ça dit ci, ça dit ça. Je tiens à préciser quand même que, pour être très clair, par exemple, Mathieu Monade, il cherche sur la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il a regardé mes vidéos au départ. Donc, quand il a regardé mes vidéos, je l'avais déjà dit, il avait eu peur de ce que j'avais dit sur la fin du monde. Ensuite, du coup, il avait dit non, mais ça, c'est pas possible. Et ensuite, dans l'éther, puisque la fin du monde, on va dire, entre guillemets, c'est un sujet qui est gros comme une maison, qu'en fait, bêtement, si on la loupe, c'est qu'on est encore plus nul que nul. En fait, de ce fait, quand il s'est posé la question, puisqu'il avait vu mes vidéos, il voit mes vidéos, je parle d'un sujet, ça l'inquiète. Ensuite, il fait un peu d'éther. Et ensuite, il s'est simplement posé la question, évidemment. Il a été voir, qu'est-ce qu'il a vu? Moi, comme j'en avais parlé, il a cherché dans les directions où j'en ai parlé, déjà à l'époque. Comme les directions étaient justes,
il est à peu près tombé dans les bons sujets. Mais il a mis de côté certaines choses. Parce que là, il n'a pas vu. Pourquoi? Il n'a pas vu la barrière de photons, il n'a pas vu ci, il n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable. Et en fait, de ce fait, après, il a remixé une petite fin du monde avec ses copines et ses copains, de façon à faire une fin du monde comme eux, ils la voient. Bon, ça va, il la voit à peu près correctement. Bon, il voit pas les détails, il voit pas les pourquoi, il voit pas les comment, mais c'est pas très grave. En gros, il se trompe pas trop, mais il a pas de mal. Il ne